Alors, je l'ai intitulé Comment bien se comporter autour d'une table de jeu chez les joueurs et joueuses passionnés, parce que c'est une référence justement à cette question des interactions et aussi une référence à un auteur qui va revenir dans la présentation, qui est Erving Goffman, qui a publié un ouvrage qui s'appelle Le comportement dans les lieux publics, et qui est un ouvrage que j'ai utilisé dans ma thèse. Et joueur passionné, puisque, comme vous avez vu dans la présentation précédente, je m'intéresse pas à toutes les situations de jeu qui existent, je m'intéresse vraiment plus particulièrement à ce milieu-là. Euh, Petite précision, je suis aussi enseignant dans une unité, dans une formation à Bruxelles qui s'appelle la formation en sciences et techniques du jeu. Et je suis aussi membre et médiateur culturel au collectif Ludilab. Alors, pour commencer, pourquoi ce sujet des interactions sociales autour des tables de jeu? Alors tout d'abord, c'est une curiosité personnelle puisque je suis moi-même joueur. En fait, j'ai commencé à découvrir le jeu. Je rentre complètement dans le profil qui a été présenté par Vincent Berry précédemment en arrivant à l'université. J'ai découvert les soirées jeux, j'ai commencé à jouer, et puis je faisais des études de sociologie en même temps, et j'ai commencé à me renseigner sur qu'est-ce qui avait été écrit dessus. Et à ma grande surprise, il n'y avait pas grand-chose sur le jeu de société. Donc c'est pour ça que je me suis dit, bah voilà, un sujet intéressant, un sujet à explorer. Euh, Ensuite, j'ai une démarche. La démarche que j'ai utilisée n'est pas une démarche quantitative comme celle qui a été développée par justement l'analyse de Vincent Berry précédemment. C'est une démarche qu'on appelle plutôt qualitative et qui est ethnographique, c'est-à-dire que j'ai été sur le terrain, j'ai été dans les lieux, j'ai joué à des soirées jeux de société, j'en ai fréquenté plusieurs que je vous présenterai par la suite. Et ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'était justement la dynamique de groupe et la dynamique autour des tables de jeu. Comment elle s'inscrit dans cette dynamique de groupe. Alors, comme je mentionnais aussi, paradoxalement, un des points qui m'avait beaucoup surpris, c'est qu'il y avait assez peu d'études sur l'interaction sociale pendant le jeu, alors que c'est un élément qui est beaucoup présenté et discouru lorsqu'on discute du jeu. Typiquement, par exemple, il y a une citation apocryphe de Platon, enfin qu'on attribue à Platon. Je ne sais pas si c'est le cas, j'ai pas trouvé en tout cas le texte qui ferait référence, où il aurait dit que le meilleur moyen de connaître quelqu'un, c'est de jouer avec lui pendant une heure. Et donc voilà, il y a beaucoup de citations comme ça qui parlent de l'importance de l'interaction sociale du jeu, de l'importance ce que ça apporte en particulier, des occasions de rencontre, que le jeu, on a souvent entendu le discours quand il y avait des critiques sur le jeu vidéo que le jeu de société c'était mieux parce qu'en fait il y avait une vraie rencontre sociale. Et paradoxalement, voilà, peu d'études sur le sujet. Alors, les questions que je me suis posées sur le terrain, parce que bien entendu, la présentation au départ que je vous ai donnée, c'était comment je suis venu à ce sujet-là, mais il faut quand même poser des questions à son objet. Et les questions que je me suis posées, donc au-delà de juste l'ethnographie et de juste qu'est-ce qui se passe autour d'une table de jeu, c'est tout d'abord d'explorer le contexte du jeu, donc d'explorer la communauté. Donc une communauté de joueurs passionnés, de joueurs geeks, de joueurs hardcore. Donc ça, ce sont des termes que j'emprunte, que j'ai entendus sur les différents terrains, qui correspondent justement, donc encore une fois, par rapport à la présentation qui a été faite précédemment, à cette petite frange qui est présente a priori aujourd'hui, ou en tout cas au festival. Et ce qui était intéressant aussi, c'était d'explorer comment cette communauté se construit à travers la pratique. Le second objectif, donc je l'ai déjà dit, c'était d'explorer la question de la situation de jeu, donc comment les gens interagissent en situation. Donc ça, c'était un élément qui était assez important pour moi et qui va avoir une importance sur la méthode que j'ai utilisée par la suite. Donc c'est-à-dire comment le jeu va en fait orienter, enfin comment la situation va permettre de construire la pratique. Et enfin, l'un des intérêts aussi de ma recherche, c'était justement d'inscrire ma démarche dans les questions générales sur le jeu. Voilà. Alors, comment est-ce que j'ai fait mon enquête? Donc, comme je l'ai dit, c'est une démarche qualitative, donc pas de statistiques ici. La démarche qualitative consiste à faire de l'observation participante. Donc, j'ai été sur place, j'ai joué à des jeux, j'étais pas juste dans le coin à prendre des notes. D'ailleurs, anecdote par rapport à ça,
Lorsque je prenais des notes à la table de jeu, en général, j'avais tout de suite une petite suspicion de la part de mes collègues joueurs, même s'ils savaient que j'étais là pour observer, ils se posaient toujours la question de qu'est-ce que j'étais en train de noter dans ce carnet, souvent des choses complètement anodines d'ailleurs. Donc ces observations participantes, je les ai fait dans 3 lieux différents et dans 2 villes. Donc les 3 lieux, c'était les soirées-jeux de Boulogne-Billancourt, donc à la ludothèque Boulogne-Billancourt, le club maintenant. Les soirées-jeux dans une association de quartier à Nanterre, qui s'appelait Stratégie, alors qui a disparu maintenant aujourd'hui. Et lors des soirées de l'Outpost à Bruxelles. Alors à Bruxelles, il y avait plusieurs autres soirées que j'ai un peu explorées, mais j'ai vraiment sélectionné pour mon analyse uniquement ces soirées-là, parce que les autres avaient des publics vraiment très différents. Et du coup qui brassaient un public beaucoup plus large, et quand j'ai réduit un peu mon sujet aux joueurs passionnés, je les ai exclus. Mais bon, ça m'a permis d'avoir une comparaison. Et pourquoi je note 3 lieux et demi, 2 villes et demie, c'est parce que avant ça, comme je l'ai expliqué, j'étais un joueur moi-même et j'ai été initié sur un terrain à Nancy qui était les soirées-jeux de la Caverne du Gobelin. C'est là où j'ai découvert moi le jeu de société et je me suis rendu compte au fur et à mesure de mon enquête qualitative qu'il fallait que je prenne en compte cette socialisation que moi j'avais eue et l'impact que ça avait eu sur mon regard sur le jeu, puisque bien entendu chaque groupe a un peu ses visions particulières de comment on pratique le jeu, et surtout j'avais été initié déjà à cette culture de joueur passionné, et je devais prendre en compte que ah oui, là j'ai plus une posture de chercheur, j'ai une posture de joueur passionné, et donc c'est pour ça que j'ai régulièrement pris en compte dans mon analyse ce terrain-là, même si lorsque j'y étais, je n'y étais pas en tant que chercheur, j'y étais uniquement en tant que joueur passionné à l'époque. Alors bien entendu, une enquête qualitative, si ce n'était que de l'observation participante, ce ne serait pas suffisant. L'observation participante s'accompagne d'entretiens d'enquête. Donc les entretiens d'enquête, c'est tout simplement je pose des questions à des gens sur des sujets. Les entretiens d'enquête, il y en a différents formats. J'ai principalement utilisé 2 formats. Les entretiens où vraiment entretien, où je convoque la personne, on se donne rendez-vous, je pose des questions, ça dure des heures et on discute de jeux. Et les entretiens sur le terrain où tout d'un coup, je prends quelqu'un à part et je lui dis, au fait, il s'est passé ça dans la partie qu'on a joué tous les deux, tu peux m'expliquer pourquoi tu as fait telle ou telle chose. Et enfin, l'un des points assez central de ma thèse, l'élément que je mobilise le plus, puisque j'étudie les interactions sociales, j'ai mobilisé en fait ce qu'on appelle l'analyse conversationnelle, donc il y a un courant scientifique qui étudie à la milliseconde près les interactions sociales en les filmant et après en les transcrivant pour pouvoir les analyser. Alors j'ai filmé 50 heures de partie sur les différents lieux, malheureusement, enfin plus de 50 heures même au départ. Malheureusement, je n'ai pu en retenir que 50 heures, celle de Boulogne-Billancourt, puisque les autres terrains, l'Outpost à Bruxelles, ça se passe dans un bar, donc il y avait trop de bruit et je n'étais pas capable d'entendre ce que disaient les joueurs. Et pour l'association Stratégie, une fois que j'ai obtenu l'accord pour filmer, eh ben, l'association a disparu, elle a fermé. Donc malheureusement, je n'ai pas pu filmer là-bas. Et Nancy, vous vous doutez, comme je n'avais pas une posture de chercheur, c'était difficile de revenir en arrière dans le temps, tant qu'il n'y a pas de machine à voyager dans le temps, difficile d'aller enregistrer. Et bien entendu, en plus de tout ça, puisque l'idée était de documenter ce qui se passait, j'ai aussi participé et suivi toutes les activités communautaires, donc c'est-à-dire venir ici à ce genre de convention, mais aussi suivre ce qui se passe en ligne, notamment que ce soit sur des groupes Facebook ou en particulier les forums comme Trick Track ou Board Game Geek. Et donc en gros, notamment particulièrement, ce qui m'a beaucoup intéressé sur l'un des aspects de ma thèse, c'était les mèmes et tout ce qui était circulation d'images, de BD, qui circulaient dans ces groupes. Alors, en première partie, on va discuter un petit peu du contexte, des différentes observations que j'ai faites sur les différents contextes. La citation vient d'un de mes carnets de terrain, mais c'est un jeu pour gamins, ça revient justement aux problématiques, est-ce que les joueurs passionnés jouent à ce genre de jeu-là? On verra que c'est plus compliqué que juste cette discussion. Alors, les soirées-jeux, donc je l'ai déjà dit, il y a Boulogne-Billancourt, Stratégie et Bruxelles, plus les soirées de la Caverne du Gobelin. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces terrains-là?
Alors déjà parce que c'est des terrains qui rassemblaient justement, comme je l'ai précisé, des joueurs passionnés. Boulogne-Billancourt en particulier, c'est un terrain qui était particulièrement centré où il y avait énormément de discours et de discussions sur la place du jeu comme activité culturelle. C'était le cas aussi, par exemple, dans les autres clubs à Nancy ou dans les soirées à l'Outpost, mais c'était beaucoup moins présent. L'association Stratégie à Nanterre était intéressante parce que c'était des soirées-jeux, mais organisées par un groupe d'amis, et où ils essayaient d'attirer en fait du public extérieur. Et donc du coup, c'est la même démarche, c'est le même public, mais avec un public complètement différent. Et surtout, comme c'était un groupe d'amis, ils avaient des interactions sociales qui étaient assez différentes, des règles, des normes par rapport au groupe, assez différentes. Par exemple, typiquement, ils autorisaient la triche, ce qui, dans les autres clubs, n'aurait été absolument pas accepté. Qui sont justement la preuve qu'on était plus dans des pratiques amicales que dans des pratiques de club. Et enfin, Bruxelles, en fait, c'était vraiment un parallèle très intéressant avec les soirées de la Caverne du Gobelin, puisque, alors, l'Outpost, c'est un genre de barrageux, c'est un peu délicat parce que c'est pas vraiment un barrageux tel qu'on l'entend aujourd'hui, mais c'est en gros un bar dédié aux jeux de cartes à collectionner, jeux vidéo, et qui proposait de façon hebdomadaire des soirées-jeux. Et ces soirées-jeux étaient organisées via un forum en ligne qui était lui-même associé à un magasin bruxellois. Et les soirées de la Caverne du Gobelin, c'était un peu le même mécanique. C'est des joueurs en fait qui allaient au même magasin, qui ont décidé de se regrouper pour organiser des soirées-jeux, pour découvrir les nouveaux jeux, pour partager autour de leur passion. Donc voilà comment j'ai fait ma sélection. J'ai à chaque fois choisi justement plus spécifiquement autour des publics passionnés, puisque par exemple si je devais prendre à Bruxelles les autres terrains que j'ai explorés, il y avait ce même magasin qui organisait des après-midi jeux, mais qui était à destination d'un public beaucoup plus large, beaucoup plus grand et surtout familial. Et la ludothèque avec laquelle Stratégie travaillait beaucoup organisait aussi des après-midi, mais spécifiquement dédiés aux adolescents ou aux enfants. Alors, l'exploration de la manière de jouer des enfants quand on est spécialisé plutôt chez les joueurs passionnés, c'est assez déroutant parce qu'ils ont une approche très très différente du jeu. Notamment, parfois, ils expliquent la règle et puis ils sont contents, ça suffit. Ils vont passer à autre chose. Là où chez les joueurs passionnés, ça va être bon, si on a expliqué la règle, on va au moins passer à la suite. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces soirées. Alors, le jeu de société, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un grand débat. La définition du jeu de société est très délicate, puisqu'il y a plusieurs définitions qui sont en concurrence. Et moi, le choix que j'ai fait, ça a été un choix facile, puisque j'avais choisi des terrains. Les jeux de société qui ont été observés lors de mon travail de thèse sont à chaque fois systématiquement des jeux les jeux qui sont joués, en fait, les jeux qui sont présentés. Alors, le jeu de société comme produit culturel, j'en reviendrai pas trop parce que Vincent a déjà pas mal abordé la question, mais effectivement, c'est une dimension qui est revendiquée beaucoup pour les joueurs passionnés et que je n'ai pas contesté dans mon travail, puisque ce qui était intéressant, c'était justement d'écouter le discours produit par les joueurs plutôt que de moi-même essayer de trancher la question, surtout que ça aurait demandé une analyse beaucoup plus large sur comment ça s'intégrait dans la communauté dans son ensemble. Et enfin, une approche que j'ai eue de particulière, c'est d'étudier le jeu comme dispositif. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que le jeu est un produit qui est lié à la société, à notre société moderne. C'est un produit industriel, c'est un produit qui s'inscrit dans un circuit économique, mais c'est aussi un produit qui s'inscrit dans des pratiques culturelles plus larges. Donc là, encore une fois, la présentation de Vincent Berry a bien expliqué ça pour montrer que les pratiques en fait qu'on a du jeu de société se rapprochent d'autres formes de pratiques d'activités culturelles. Alors, pour décrire un peu plus les jeux de société, puisque j'étudie les interactions, il y a eu beaucoup d'influence de fonctionnement du jeu de société sur les interactions, et j'ai un peu détaillé comment fonctionnaient ces jeux, quelles étaient les particularités que les jeux avaient, et surtout quelles étaient les particularités du point de vue de l'interaction sociale.
Et donc les jeux de société, ce sont en fait des systèmes de sanctions. Alors par sanction, c'est pas sanction ou punition, mais typiquement pour incarner ça, c'est la piste de score. La piste de score, qu'est-ce que c'est? Vous faites une action, et cette action va être sanctionnée par un gain ou une perte de points. Et donc, la plupart des jeux de société, quand on démonte et qu'on les réduit au minimum, ce sont des systèmes qui vont vous dire, OK, vous vous rapprochez de la condition de victoire ou vous en écartez. Et en gros, à chaque fois que vous faites une action, il va y avoir une conséquence mécanique en termes de jeu qui va orienter si vous réussissez l'action ou si vous... alors, je dirais pas échouer parce que c'est pas forcément échouer, mais à quel degré vous réussissez l'action, on va dire plutôt. Les jeux de société ont aussi une temporalité particulière, qui est la temporalité du coût. Donc un coût dans un jeu. Typiquement, un bon exemple de ça, c'est que lorsque vous jouez, la question de la règle de savoir quand est-ce qu'on peut rétracter un coup, est-ce qu'on peut le faire tant qu'on son tour de jeu n'est pas fini? Est-ce qu'on peut le faire tant qu'un autre joueur n'a pas fait quelque chose qui recouvre l'action qui a déjà été faite? Est-ce que dans certains cas particuliers, on autorise des personnes à rétroactivement changer? Est-ce que si vous avez oublié de faire une action, est-ce que vous avez le droit de bénéficier de ça? Et ça, il y a énormément de règles et ça variait beaucoup en fonction des soirées autour de cette question-là. Et donc, ça montre bien que le jeu a une temporalité particulière qui par rapport à la temporalité, la notion de temps qu'on a, qui est une temporalité continue, qui est plutôt absolue, c'est-à-dire qu'il y a un moment précis qui est joué, et puis il y a une interruption, et puis un autre moment. Mais du coup, ça pose la question de qu'est-ce que c'est qu'un coup, concrètement? Qu'est-ce que ça signifie un coup? Parce que quand on posait la question comme ça, je viens de la définir, c'est l'unité de temps comme ça spécifique au jeu. Mais c'est un peu particulier puisque ce n'est pas que l'unité de temps, puisque certains joueurs vont par exemple dire qu'une partie des actions mécaniques, j'ai par exemple observé des parties où lorsqu'il y avait beaucoup d'actions à faire pour récolter des ressources, etc., le joueur d'après commençait déjà à jouer. Il n'attendait pas que tous les échanges de ressources aient été faits. Donc ça montre bien que cet élément-là ne fait pas partie du coup. Alors du coup, au départ, la définition, j'avais demandé à des joueurs, ils m'ont dit oui, le coup, c'est plutôt quand on exprime un choix dans l'action. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de coups qui vont être des coups du sort, qui vont être quand on lance les dés. Ça c'est pareil, on peut pas revenir en arrière. En général, quand on a lancé les dés, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire oh, je suis pas content du résultat, est-ce que je peux relancer? En général, autour de la table, les gens ne vont pas être trop d'accord. Donc, pour moi, la définition du coup s'articule autour de le coup du joueur et le cours du sort, et c'est en fait à partir du moment où le choix, ou alors soit qu'il a été exprimé par un joueur, soit qu'il a été exprimé par les dés, par les cartes, par un mécanique de hasard, va avoir une influence sur le système de sanctions. Et enfin, une des particularités du jeu, c'est que c'est une activité autotélique. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce mot barbare? Une activité autotélique, ça veut dire que c'est une activité qui n'a de sens qu'une fois qu'elle est menée à son terme. Alors, mener à son terme, on rediscutera de ce point-là en particulier, mais en gros, le jeu de société ne prend son sens qu'à partir du moment où il y a une victoire, il y a le jeu est fini, qu'on considère qu'un tel a plutôt réussi que d'autres, ou qu'on considère qu'on a passé un bon moment et que oh c'est pas grave, on s'en fout de savoir qui a gagné, mais on a quand même une idée de qui a plutôt bien réussi, qui a créé de bons moments de jeu. Donc ça, c'est pour la présentation des jeux de société modernes. Maintenant, les joueurs. Alors les joueurs, comme je disais, l'important c'est que c'est une communauté de pratique. Je vais pas revenir sur les profils puisque là c'est pareil, ça a été bien présenté par Vincent, mais c'est en gros principalement sur l'ensemble de ces soirées jeux des personnes qui ont été adolescents ou enfants dans les années 80, qui ont grandi, qui ont beaucoup de pratiques ludiques en dehors même du jeu de société. Ça pose la question aussi, donc, est-ce que c'est un milieu en pleine croissance? Puisque ça, c'est une discussion qui revient souvent, c'est que depuis que je suis rentré dans le jeu, moi, c'est à chaque fois, ils disaient, il y a de plus en plus de jeux, il y a de plus en plus de joueurs, il y a de plus en plus de jeux, de plus en plus de joueurs. Et à chaque fois, on en parle beaucoup, mais ce que montre justement l'étude de Sorbonne Paris Nord, c'est que, non, en fait, cette extension se ferait relativement dans un milieu à peu près similaire. Par contre, on ne sait pas où ça va. Est-ce que ça va continuer à s'étendre? Est-ce que ça va déborder? Qu'est-ce que ça va changer? Voilà, c'est un mystère. Ce qui m'amène d'ailleurs sur un point, la petite bande dessinée que j'ai mis à côté sur le bord, qui est de Julien Nem, Les Joueurs. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous recommande.
Il y décrit une observation qui était absolument véridique pour moi aussi pour ma thèse, c'est-à-dire que quand j'ai interrogé les joueurs sur leur parcours, qu'est-ce qui les amenait au jeu, j'avais l'exemple de Puerto Rico, un jeu de société qui était systématiquement cité. Et c'est l'exemple qui est donné ici où ils disent le parcours Monopoly, carte Magic, Puerto Rico. Monopoly, carte Magic, Puerto Rico, et à la fin, le gag de la BD, c'est de dire « Ah non, moi j'ai un parcours différent. Ah oui, génial, un parcours différent. Non, moi j'ai découvert les cartes Magic après Puerto Rico. » Ce qui voilà, correspond à peu près à ce que j'ai observé, c'est-à-dire que les parcours ne sont pas figés. Il y a des parcours typiques, mais ils ne sont pas figés, c'est-à-dire qu'en général, il va y avoir des petits changements, mais globalement, ils vont se structurer de la même manière. Alors moi, ce que j'ai observé, qui est tout petit peu différent de ce qui est présenté ici, c'était plutôt la pratique de la lecture, puis du jeu de rôle, puis des associations de jeux via les magasins. Et donc ça, sur l'ensemble des 3 soirées jeux observées. Bien entendu, aussi, chaque groupe a ses normes, ses contraintes, ses exigences par rapport aux soirées. Comme j'ai dit, il y a l'exemple de la triche qui était différente. Et tout ça, en fait, ça rejoint le concept de communauté de pratique défini par Etienne Wenger, et qui est un concept que, quand on participe d'une communauté, en particulier les communautés de passionnés, va y avoir tout ce qui est dimension de participation. Donc on va aux soirées jeux, par exemple, on va à des festivals comme ici, donc c'est la participation, mais aussi de réification, c'est-à-dire qu'on va produire des objets. Et l'une des particularités des joueurs et des joueuses, c'est qu'il y a une énorme production de produits, en particulier sous la forme de critiques de jeux. Et cette production, elle va avoir un impact énorme lors du déroulement des soirées, puisqu'il va y avoir beaucoup de discussions qui après vont se retrouver ou se poursuivre dans les forums en ligne, ou alors de discussions lors des soirées, lors des parties, pour préparer ou qui vont être un peu qui vont être construites justement autour de la critique. Tiens, j'en pense ça. Je sais pas trop comment expliquer ce que je n'ai pas apprécié dans tel jeu. Ou ils vont en faire beaucoup d'analyses de jeu durant les parties pour justement après les mettre en ligne, les produire en ligne. Donc ça, c'est aussi un élément qui est assez important. C'est que dans ces soirées jeux, il y a une participation, certes, mais aussi une préparation à ces formes de vérification qui se font en dehors. Alors, maintenant que j'ai placé un peu le contexte, on va s'intéresser à qu'est-ce qui se passe en ciel. J'ai oublié juste de préciser par rapport à la citation que j'avais mis, les jeux pour gamins. Et ben, évidemment, au moment de la citation, après, ils ont quand même joué à ces jeux pour gamins, et le joueur qui a dit ça a finalement beaucoup apprécié le jeu. Donc, comme quoi aussi, ils sont relativement ouverts aux autres formes de jeu, même s'il y a des critiques qui sont exprimées par rapport aux pratiques. Donc, les situations de jeu. Alors là, vous avez un exemple de transcription. Donc, je ne peux pas diffuser les vidéos parce que je n'ai pas obtenu l'accord de l'ensemble des participants à pouvoir diffuser dans des contextes autres que scientifiques. Mais donc, les transcriptions, ce sont en gros où je décris milliseconde par milliseconde ce qui se passe dans une séquence que j'ai choisie dans une vidéo. Et là, dans l'exemple qui est donné, donc c'est une partie de Shadowhunter. Donc, c'est un jeu à identité cachée. Et là, vous avez par exemple le joueur blanc qui a oublié quelle était son identité. Donc, quand on lui donne une carte où il doit répondre à une question pour savoir, qui permet de deviner un peu s'il est d'un camp ou d'un autre, il a oublié de quel camp il est, donc il est obligé de regarder ce qui déclenche des rires et qui déclenche après une remarque. Alors, la situation de jeu, qu'est-ce que c'est? Donc, la situation de jeu, ça c'est un concept qui a déjà été décrit depuis le départ, depuis les premiers chercheurs. Donc, Johan Huizinga parle de cercle magique. Mais moi, ce qui m'a plus intéressé, c'était de partir sur les concepts d'Erving Goffman, notamment celui de cadre de l'interaction. Puisque le cadre de l'interaction, en gros, c'est de quelle manière les individus en situation donnent du sens à l'activité qu'ils font et comment justement ils vont orienter leurs actions par rapport à cette signification qu'ils vont donner à la situation. Mais par contre, ça m'a posé très rapidement un problème qui était de, lorsqu'on est autour d'une table de jeu, est-ce qu'il y a qu'un seul cadre ou est-ce qu'il y en a deux? Parce qu'il y avait beaucoup de normes qui existent autour de l'interaction sociale. Et en particulier, une des anecdotes, c'était que lors d'une discussion à une table de jeu, je pose tout bêtement, comme je disais, entretien en fin de partie, et je pose la question, en fait, c'est revenu plusieurs fois dans la partie, il y a souvent la blague, au moment où on explique les règles, le but du jeu c'est de gagner.
Mais en fait, j'ai un autre joueur qui m'a dit que lui, il s'en foutait de gagner, ça l'intéressait pas trop. Ce qui l'intéressait, c'était plus d'explorer les jeux et de passer un bon moment avec les autres joueurs. Donc j'ai posé ça à 2 joueurs qui étaient autour de la table. C'était de très bons amis, ça faisait des années qu'ils jouaient soirée ensemble, pas de problème. Et pendant 10 minutes, ils étaient à 2 doigts de se haïr et de vraiment se taper dessus. J'ai franchement eu peur, je m'en voulais un peu d'avoir détruit une amitié. Bon, ça va, ils se sont rabibochés à la fin du débat, parce que justement, un des joueurs a dit « Ah oui, moi carrément, je m'en fous de gagner, les 3 quarts du temps, je suis pas forcément toujours l'objectif, des fois je m'amuse à faire quelque chose d'autre. » Et son ami qui était à côté là était mais comment tu peux faire ça? C'est pas possible. On ne peut pas ne pas jouer pour l'objectif. C'est contraire à la logique interne du jeu. Et du coup, c'était un peu une remise en cause de toutes ces parties qu'ils avaient eues ensemble. Et donc ce qui a généré ce débat. Et donc ça, c'était vraiment une question que je me posais. C'est du coup, comment ça se fait qu'en situation, ils donnent des significations différentes à la situation? Mais jusqu'à ce que je pose la question, il n'y avait pas de problème. Ils n'avaient aucun problème à jouer leur rôle, à ce que la partie se déroule bien. Qu'est-ce qui faisait que, justement, ils ont pu construire cette situation à 2 sans problème? Et donc, l'une des premières approches que j'ai eues, l'une des premières réflexions, a été autour de cette question des temporalités. Puisque un des points que j'ai observé, justement, grâce à mes transcriptions, c'était que les joueurs ne parlaient pas au même moment et s'appuyaient énormément sur les temporalités propres du jeu. Et notamment autour des séquences de jeu et des séquences des tours de parole. Alors juste un petit détail, les 2 cadres tels que je les avais posés au départ, si on devait appliquer juste Goffman en plaçant 2 cadres, et c'est la conclusion un peu sur laquelle j'ai abouti, c'est qu'il y a d'un côté la partie, ce qui se passe dans le jeu, et de l'autre côté la table des joueurs. Donc c'est le vocabulaire que je vais utiliser à partir de maintenant. Et la table des joueurs, en fait, c'est l'ensemble des joueurs et les discussions sociales qu'il y a autour du jeu. Mais donc pas ce qui se passe dans le jeu lui-même, pas les stratégies, pas les coups bas en jeu, mais vraiment les discussions autour de la table. Ce que Goffman appelle les gaming encounters. Alors, comme j'ai expliqué, j'utilise l'analyse conversationnelle et je me suis intéressé à la question des séquences, notamment en particulier les tours de jeu et les tours de parole. Et en particulier autour des questions de qui dit quoi, comment, quand, comment est-ce que parce que ça c'est une réflexion qui a beaucoup en analyse conversationnelle, c'est comment est-ce que l'action va accompagner la parole. Mais là j'ai réfléchi à l'inverse, comment est-ce que la parole va aussi accompagner l'action parfois. Et surtout, à quel moment, en fait, quoi que fasse un joueur, il va y avoir des conversations qui ne vont pas tenir compte de ce qui se passe. Ça, c'était vraiment les questions centrales que j'ai posées et qu'on va questionner un petit peu à partir des données de terrain que j'ai ici. Alors, je reprends l'exemple que j'avais tout à l'heure. Ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que on a ici des conversations qui vont accompagner l'action, mais de façon différente. Si vous regardez alors les tours, c'est là où il y a des petits tickets au départ. Si vous regardez au 2e tour, on lui passe une carte. Donc si vous regardez en italique, ce sont les actions et en gras, ce sont les prises de parole. Quand vous avez des symboles à 2 étages, c'est que ça se passe en même temps. Donc par exemple, si vous regardez au 2e tour, vous avez le moment où il prend la carte roule pour vérifier son identité. C'est au moment où il dit « Ah, excuse, j'ai oublié quel est mon rôle ». Et donc il le dit au même moment où il fait l'action. Et de la même manière, c'est au moment où il reçoit la carte qu'il dit « Ah, ça va me taper, ça ». Il le dit pas avant, il le dit pas 10 minutes après, il le dit vraiment au moment où il fait l'action et en accompagnement de l'action. Et ça va de pair avec le moment où il fait « Aïe, 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 la vie est dure », parce qu'en particulier, la raison pour laquelle il dit « Aïe, 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 la vie est dure », c'est parce que comme il fait un geste en même temps, en fait, la parole qu'il va dire va durer exactement la même longueur de temps que le geste qui va accompagner, à savoir indiquer qu'il se prend un point de dégâts. Donc il va pas dire « je me prends un point de dégâts », il va dire « aïe aïe aïe, la vie est dure ». Donc sous-entendu, il fait un petit jeu thématique. C'est difficile ce monde où on se prend des dégâts parce que quelqu'un nous enquête sur nous. Et c'est suite à cette action-là que l'autre joueur dit « eh ben j'attaque ». Parce qu'il a vu justement la perte de points de vie et donc il attaque directement derrière. Pour donner un autre exemple, alors là je ne vais pas faire l'analyse tout en détail, je vais juste me limiter sur un point en particulier. Si vous regardez les locuteurs donc au tour 3
je sais pas si je peux pointer, non, vous voyez pas le pointeur malheureusement. Sur la troisième ligne, vous avez beaucoup de personnes qui parlent en même temps. Tout à la fin, vous avez un bleu en majuscule. C'est le joueur en fait qui s'écrit, qui parle fort. Donc c'est pour ça que c'est en lettres capitales. Il dit bleu et il dit bleu un peu en décalage avec l'action, pour que le moment où il dit bleu se termine au moment où il termine son action. Et en plus de ça, alors ça je l'ai pas transcrit parce que il n'y avait pas la place. Mais au moment où il pose le pion, il le pose de façon assez forte et ça produit un petit tac. Et beaucoup plus tard, donc sur les dernières lignes tout en bas, vous voyez qu'il y a un joueur, alors que d'autres sont en pleine discussion sur un autre sujet qui n'a rien à voir. Vous avez un joueur qui, au moment où il déplace son pion, fait la même chose. Il dit une couleur en déplaçant un pion. Alors le jeu, c'est Himalaya. Et en fait, les noms qu'ils disent, donc bleu ou marron, ce sont les couleurs des routes qu'ils ont sélectionnées. Et donc, vous avez ici des petites interjections comme ça, et qui vont revenir pendant toute la partie. C'était vraiment très particulier à cette partie-là. Pendant toute la partie, vous allez avoir des joueurs qui vont faire des interjections en disant bleu, marron, et cela même alors que d'autres personnes parlent. Or, une norme de la conversation qu'on a dans toutes les conversations, un peu dans tous les mondes différents, c'est que normalement on évite de parler quand quelqu'un d'autre parle. Si ça arrive, il y en a un des deux qui raccourcit le plus possible pour éviter ce qu'on appelle les chevauchements. Et là, ici, en fait, il n'y a aucun processus d'évitement des chevauchements, donc c'est-à-dire on s'en fout, si les autres sont en train de parler, on va quand même dire son marron, on va quand même dire son bleu. Si on est en plein milieu d'une discussion, on va quand même le dire. Donc c'est l'exemple de j'ai jamais joué comme ça, bleu. Le bleu n'a rien à voir avec le reste de la phrase. Il est placé comme ça en plein milieu sans trop de raison. Ce qui m'amène à l'autre point, qui est que justement, vous avez le joueur orange, qui est un peu trop pris dans la discussion et dans l'action, et qui se fait remonter par le joueur vert, qui dit d'abord au joueur rouge, tu peux peut-être jouer maintenant, alors qu'ils sont en conversation, et qui dit à l'autre orange. Donc pour des raisons d'anonymat, j'ai transformé le nom en la couleur du joueur, donc il l'appelle par son nom, il lui dit s'il te plaît, c'est à toi de jouer, en gros. Et ce qui entraîne une réparation, ce qu'on appelle une réparation dans l'étude des interactions, c'est-à-dire que l'autre qui s'excuse, il dit « Oh, pardon, effectivement, c'est mon tour, vite ». Et c'est Vert qui lui explique même l'action qu'il est censé faire, puisque c'est un jeu de programmation, donc ils ont déjà leurs actions devant eux, et qui lui dit « Tu fais l'aumône », il fait « Je fais l'aumône ». Il répète en accompagnement l'action, là encore. Et enfin, vous avez la dernière discussion, donc je t'ai laissé une voix royale, je ne vais pas lire à haute voix le reste, sympa 1. Ce sont deux joueurs qui discutent après que leur action était finie, donc quand ce n'est plus leur tour. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on observe systématiquement. Lorsque vous avez des jeux à tour de rôle, avec des tours de rôle, lorsque ce n'est pas son tour, il va y avoir des conversations qui vont se créer en dehors du jeu. Souvent autour de commentaires par rapport à ce qui se passe dans l'action elle-même. Donc, pour résumer, l'ensemble des observations que j'ai faites, c'est que vous avez des pratiques de ponctuation des actions par la prise de parole, par l'insistance, en particulier lorsqu'il y a des situations où les joueurs estiment que c'est un beau coup, c'est-à-dire quand ils font un coup bas, par exemple. Typiquement, vous avez tous des exemples en tête où quelqu'un va placer un pion quelque part en faisant « ha ha !» ou alors en disant « tu l'as pas vu venir celle-là » en plaçant en même temps, ou alors et ben maintenant tu vas te prendre 4 dégâts et ils vont placer de l'emphase sur ces paroles-là. Donc ça, c'est assez typique. Vous avez aussi toute cette idée de ce que j'appelle tâche stratégique, qui est un concept que j'emprunte à l'anthropologie des techniques, qui sont en fait tous ces moments où il y a des actions qui ne peuvent pas être interrompues, parce que si on les interrompt, ça pose problème. Et ces actions qui ne peuvent pas être interrompues, c'est ce qui constitue le tour de jeu. C'est en général les actions mécaniques qui vont suivre un choix, qui vont suivre un coup. Et pourquoi il ne faut pas les interrompre? Parce qu'à chaque fois qu'en fait elles ont été interrompues, c'est systématiquement là où il y a eu des problèmes, là où des joueurs se sont plantés, là où des joueurs ont oublié leur tour. Et donc en général, ce qui se passe, c'est quand ils arrivent à ces actions-là, les joueurs systématiquement se retranchaient des discussions pour faire leurs actions. Et j'ai une situation par exemple où un joueur voit un ami qui vient regarder la partie et qui va terminer son tour. Et une fois seulement son tour fini, va se pencher en arrière, se tourner vers l'autre, lui dire salut, et puis lui poser une question personnelle qu'il voulait lui demander depuis un moment. Mais il a d'abord terminé son tour avant de poser cette question. Et donc tout ça mène à l'idée que on a ces boucles ludiques autour des coups et de justement ces tâches stratégiques qui suivent.
Et donc la question que je me suis posée après, c'était est-ce qu'elles étaient toujours suivies? La réponse est quand elles ne sont pas suivies, elles sont sanctionnées. C'est-à-dire qu'il va y avoir un reproche qui va être fait à un joueur. Ou alors, s'il va pas finir son tour, on va lui dire écoute, t'avais qu'à faire plus attention à la partie, tu ne peux pas revenir en arrière et récupérer ce point-là. Ou alors, à d'autres soirées comme à Stratégie où c'était un groupe d'amis, ça permet justement toutes les mécaniques de triche, puisqu'il y avait un joueur qui justement cherchait à tricher et jouait beaucoup sur cet intérêt des tâches stratégiques. Par exemple, il se proposait systématiquement au début de partie, et c'était systématiquement refusé, de dire quand on fait les récupérations de récolte, on peut le faire pendant que l'autre a déjà commencé son tour. Et tous les autres joueurs qui savaient que ce joueur-là aimait particulièrement tricher lui disaient non, on ne fait pas comme ça, tu joues à la table, donc on ne fait pas comme ça, on regarde bien à ce que chacun fasse toutes ses actions. Tout ça m'a amené donc à la théorisation d'un concept qui est le joueur actant, donc qui est le joueur dont c'est le tour, et le joueur passif, puisque ces deux types de joueurs vont avoir des rôles dans l'interaction qui vont être différents. Le joueur actant ne va pas initier les paroles de la même manière que le joueur passif. Et tous ces éléments-là montrent aussi qu'il y a un moment particulier des interactions qui est très délicat, c'est celui des transitions. Donc les transitions, c'est par exemple une transition de tour ou une transition de phase de jeu. Et ces moments particuliers sont souvent le centre de l'attention et sont souvent là où les situations dérapent, où il y a des problèmes. Donc par exemple, pour la partie d'Himalaya où j'ai joué, plusieurs fois on a sauté mon tour parce que j'étais soit à prendre des notes, soit à discuter, et en fait tout le monde a oublié que c'était mon tour, y compris moi. Et c'est seulement un tour d'après, j'étais là, comment ça se fait que vous avez tous joué 5 tours et moi un seul? Voilà, donc typiquement, les transitions, quand elles ne sont pas assurées et que quelqu'un est un peu trop distrait, vont poser problème. Et donc, ces joueurs actants, joueurs passifs vont déterminer les types de paroles qui vont être prises. Donc typiquement, par exemple, lorsqu'on énonce la règle, quand on lit une carte, lorsqu'on fait des annonces par rapport à une action, ça va être principalement le joueur actant qui va le faire. Ou alors, si le joueur actant ne le fait pas, alors là, dans ce cas-là, d'autres joueurs peuvent parfois s'autoriser à faire ces annonces-là à leur place. Il va y avoir donc ce que j'appelle les redondances, donc c'est-à-dire quand des joueurs vont décrire l'action, mais ils vont en général parler dans le vide. Donc par exemple le marron et le bleu que j'ai mentionné tout à l'heure, ils vont dire marron, bleu, ils ne s'adressent à personne, et ils font l'action en même temps, donc ça n'a aucune utilité. Et on verra plus tard quelle est l'utilité en fait de ces types de prises de parole, et celles-là sont systématiquement faites par les joueurs actants. Toutes les actions de régulation du jeu, ça en général sont faites non pas par les joueurs actants, mais par les joueurs passifs, qui vont observer ce qui se passe, et quand ils voient qu'il y a une erreur, ils vont dire non, tu t'es trompé dans la lecture du dé, tu ne peux pas faire cette action-là parce que c'est interdit par la règle, etc. Ou pour les moments pour assurer les transitions, ou alors ils vont par exemple faire des remarques en disant c'est ton tour, c'est à toi, pour signaler à quelqu'un, ou alors de façon moins polie parfois, je ne sais pas si vous connaissez l'expression, mais c'est au tour de qui? Et la réponse, quand quelqu'un pose cette question, c'est au tour de con qui demande. Parce que justement, voilà, c'est souvent le problème de ces moments-là. Et bien entendu, les joueurs passifs, eux, ne restent pas dans le vide. Tous les moments où il va y avoir des discussions thématiques, des commentaires sur l'action et des analyses sur les mécaniques de jeu, des comparaisons avec d'autres jeux, des critiques sur le jeu, tu vois, ce jeu est plus intéressant que l'autre qu'on a fait juste avant parce que lui au moins c'est une mécanique de draft, mais on perd pas trop de temps à faire tel ou tel choix de carte, etc. Ça va avoir lieu justement dans les temps morts, pendant qu'un autre joueur est en train de jouer. Alors, ce qui m'amène donc à la troisième partie, qui est un peu, on va dire, un cheminement vers la conclusion. Quelles sont les mécaniques d'engagement dans l'activité? L'extrait qui est présenté ici, c'est un extrait qui est assez intéressant parce que c'est une situation qui s'est passée en dehors de la salle de jeu. C'est-à-dire que c'était une soirée jeu où les joueurs n'avaient pas le droit de manger et de boire à la table de jeu. Et donc, ils étaient dans une pièce à part pour manger et boire. Mais la partie continuait à se dérouler. Et donc, on a un joueur qui a servi un peu de messager, qui est venu pour dire « il y a une mécanique d'enchère », donc lieu historique à 6, et un joueur qui dit « je passe ». Donc, il n'est pas présent à la table, mais il peut continuer à jouer. Et le troisième joueur qui était aussi présent à la table, qui demande ce que fait l'autre pour savoir comment est-ce qu'il peut l'embêter. Et comme l'autre avait choisi quelque chose qui n'avait rien à voir, il était là « bon, bah non, c'est bon, je vais pas me faire monter l'enchère, ça sert à rien ». Il passe aussi.
Je vais peut-être pas revenir parce que je manque un peu de temps sur tous les concepts, mais en gros, la question de l'engagement est une question qui est assez centrale dans les études sur le jeu, puisque c'est l'une des particularités du jeu, c'est qu'elle génère beaucoup d'engagement dans l'action. On parle par exemple du concept de flow, qui est vraiment cette idée que soudainement on est vraiment concentré dans la situation et que tout se passe très très bien. On fait les bons choix au bon moment, tout est parfait, on va dire. Et c'est ce que Erving Goffman appelle euphorie. Mais Erving Goffman insiste bien sur le point que cette situation-là d'euphorie, elle est en fait très précaire, elle est en fait très fragile, et le moindre événement peut nier ça. Alors, pour illustrer un peu le concept de flow, il y a aussi cette BD toujours de Julien Nem, Les joueurs, où bah, voilà, il y a des joueurs qui sont en train de jouer et ils n'entendent pas que c'est le réveillon derrière, et après ils se plaignent qu'on ne les a pas prévenus. Typiquement, c'est ça. Le flow, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est tellement concentré sur ce qui se passe devant soi que tout ce qui n'est pas pertinent par rapport à cette action va être occulté inconsciemment. Et bah, du coup, ça pose la question de, puisque la situation de jeu est une situation précaire, quelles sont les situations où le jeu va échouer? Quelles sont les situations que j'ai pu observer dans ces soirées jeux où le jeu n'a pas été mené à bout, où le jeu n'a pas pu être conclu? Alors, il y a le problème, l'ennemi du joueur, qui est le dernier métro. C'était le cas particulièrement à Boulogne-Billancourt, puisque le métro était un peu éloigné, donc il y avait des joueurs qui étaient très stressés et des parties qui ont été inachevées parce que justement, bah, le dernier métro était là et qu'ils ne pouvaient pas rester toute la nuit. Les problèmes de quand un joueur se comporte mal et où on va justement, ce joueur-là est pénible, ou alors ce joueur, ou alors le jeu, où parfois le jeu est vraiment ennuyeux et on va abandonner la partie. Les situations où on sait qu'on a perdu, j'ai par exemple dans les enregistrements que j'ai filmés une partie de jeu coopératif, donc Pandémie, où à un moment en fait les joueurs découvrent que quoi qu'ils fassent, ils vont perdre. Et tout d'un coup, là, il y avait beaucoup plus de discussions et beaucoup moins d'actions de jeu parce que, en fait, ça ne servait à rien jusqu'à ce qu'ils décident de, bon, bah, voilà, on a perdu, c'est bon, on s'arrête, ça sert à rien de poursuivre le jeu, on sait qu'on ne peut rien faire. Et enfin, la dernière situation, c'est, puisque le jeu a une temporalité différente de la durée continue, parfois, un joueur va s'absenter pour faire quelque chose et il met du temps à revenir. Alors, vous avez tous l'exemple de Jumanji en tête. J'imagine que il y a une situation, en fait, un joueur est absorbé par le jeu et un 86 peut le libérer. Sauf que la personne avec qui il jouait a pris peur parce qu'il a disparu devant elle et donc a arrêté de jouer et du coup il reste 25 ans coincé dans le jeu. Et ben là c'est un peu l'idée, c'est un des dangers du jeu, c'est que si on s'interrompt et que la partie n'est pas reprise, bah la partie n'est pas finie, elle reste figée un peu dans le temps. Au moins jusqu'à ce que les joueurs oublient la situation de jeu. Alors, bien entendu, puisqu'on a des contraintes, puisqu'on a des difficultés, on a des joueurs qui produisent énormément de normes autour pour éviter ces problèmes-là. Ces normes, ce sont les normes du mauvais joueur. Donc, vous savez tous que c'est un mauvais joueur, c'est quelqu'un qui est ronchon, c'est quelqu'un qui se plaint, etc. Mais mauvais joueur, chez les joueurs passionnés, ça englobe beaucoup plus de normes. Vous avez notamment ce qu'on appelle la politesse du joueur. Ça, j'ai retrouvé vraiment cette expression sur 2D terrains et sur la majorité des forums en ligne, qui est le fait de ne pas faire perdre son temps aux autres joueurs, c'est-à-dire de jouer le plus rapidement possible à son tour. En laissant un peu de temps pour la réflexion, hein, ça c'est en fonction des groupes, mais voilà, la politesse du joueur, donc c'est quand même une notion assez forte, c'est de pas prendre trop de temps. Et ce qui était assez drôle, c'est que cette définition du mauvais joueur, donc tous les comportements négatifs à ne pas avoir dans la situation de jeu, n'était pas opposé au comportement du bon joueur. Le bon joueur n'est pas un non mauvais joueur. Le bon joueur, c'est quelqu'un qui a de la culture ludique. Chez les joueurs passionnés, c'est quelqu'un qui sait comparer des jeux, c'est quelqu'un qui est agréable avec qui jouer parce il fait de l'humour, parce qu'il est capable de comparer un jeu, il est capable de faire des références. C'est aussi un joueur qui gagne, qui est performant en jeu. Et donc ce qui était assez intéressant, c'est qu'on a deux figures présentées par les joueurs dans les discours des joueurs, qui ne sont pas opposées, et qui montrent en fait les deux extrêmes du comportement idéal du joueur. Et donc ça permet d'orienter justement, bah tiens, quelles sont les pratiques qu'il faut avoir dans ces groupes-là, autour de la table de jeu pour maintenir le jeu. Et enfin, j'inscris toujours la figure du vrai joueur par rapport à ce débat-là, puisque donc là c'est un petit comics de Martin Wittberg,
qui illustre le fait que les joueurs sont très réflexifs, ils produisent beaucoup de discours par rapport à ça, et le problème, c'est qu'ils sont aussi très critiques par rapport au discours des autres, et ils vont souvent être critiques par rapport aux normes, par rapport au jeu. Et donc ça revient sur l'exemple que j'avais donné au départ du joueur qui disait que, enfin des deux joueurs qui se sont disputés parce qu'ils avaient une conception différente du jeu, mais ces deux conceptions sont considérées valides dans la communauté. Donc c'est aussi un point intéressant, c'est que certes, il y a des définitions du mauvais et du bon joueur, mais il y a tout un tas de situations qui ne sont pas définies au sein de la communauté et où il peut y avoir des divergences d'opinion. Et donc, il n'y a pas de vrai joueur, et le vrai joueur est souvent utilisé par les joueurs eux-mêmes, les joueurs passionnés, pour décrire de façon négative des personnes qui essayent d'imposer une certaine norme morale qui est jugée excessive. Donc, tout ça, toutes ces normes-là, en fait, elles vont orienter elles donnent des indices sur comment bien se comporter donc dans les situations de jeu et quelles sont les mécaniques pour se retrouver dans des situations idéales de jeu. Et donc, choisir son combat, ça veut dire choisir le jeu et choisir avec qui on joue. L'une des observations, c'est que sur l'ensemble des soirées, quand un joueur avait une mauvaise réputation d'être un mauvais joueur, et ben en général, les gens, sans lui dire directement, essayaient d'éviter cette personne et de ne pas se retrouver à la même table que lui. C'est pareil, quand un jeu a une mauvaise réputation, et ben en général, ce qui va se passer, c'est qu'il ne va pas être choisi. Un temps et un moment pour tout. Bien entendu, les joueurs, pour éviter le problème du dernier métro, choisissent des jeux courts quand on est en fin de partie, et des jeux longs en fin de soirée, et des jeux longs en début de soirée. La question des tâches stratégiques et des séquences de jeu revient aussi souvent, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de questions autour de comment gérer ce moment-là, qui est un peu un temps mort, où on applique juste les mécaniques de jeu, et où on ne fait pas de choix, et où justement, en fonction des groupes, il y a ceux où la triche est autorisée, et où donc il peut y avoir des choix qui peuvent être faits par les joueurs, et où les tâches stratégiques sont suivies absolument, et d'autres soirées-jeux, donc c'était par exemple le cas à Boulogne-Billancourt, où en général, quand c'était ces actions-là, on allait passer, et on allait directement passer, l'autre joueur pouvait déjà commencer son action. Et enfin, les situations typiquement de fin de partie où on n'a plus de sens, où le jeu n'a plus de sens, où le jeu se passe mal, où le jeu qui était soi-disant bon s'avère finalement mauvais, les joueurs, ce qu'ils vont faire en général, ce que j'ai pu observer, c'est une transformation de l'activité. C'est-à-dire d'activité de jeu où on essaye d'appliquer la mécanique jusqu'au bout, quand on sait qu'on est le seul joueur à avoir perdu, mais qu'on ne peut pas quitter la partie, sinon les autres joueurs ne pourront pas finir la partie. Ce qui va se passer, c'est qu'en général, ils se donnent de nouveaux objectifs. Ce qui pose parfois problème quand le nouvel objectif, c'est de faire perdre le gagnant, il y en a qui ne sont pas d'accord, enfin voilà. Et enfin, le savoir conclure, c'est que parfois, quand les joueurs se rendent compte que le jeu ne pourra pas être fini à temps, ils vont déterminer des nouvelles règles de fin de partie pour pouvoir estimer que, ok, un tel a plutôt gagné par rapport à un autre. On s'arrête à un moment précis du jeu inscrit dans les mécaniques qui peut correspondre à une fin de partie, mais un peu avancée. Donc, en conclusion, ce que j'ai pu un peu observer, c'est que la table de jeu est une situation qui est véritablement volatile, et pourtant, systématiquement, à toutes les soirées, les situations d'échec de partie sont très, très, très rares. Sur 5 années de terrain, j'en ai observé 2. Donc, quand je dis que c'est rare, c'est vraiment une occasion qui arrive très peu souvent. C'est aussi un enjeu social. Il y a énormément de discours autour de cette situation, énormément. Donc, j'ai montré à la fois de discours des joueurs eux-mêmes par rapport à la production de normes morales, mais aussi de discours sous la forme de bandes dessinées. Toutes les bandes dessinées que je vous ai montrées sont des discours sur la norme et sur comment bien se comporter et comment éviter ce genre de problème. Mais aussi, le jeu, en fait, favorise les échanges. C'est-à-dire que vous avez vu que toutes les discussions qu'il y avait, ce que j'ai évoqué, toutes les discussions sont générées par la partie en elle-même. Et que c'est dans ces situations-là qu'il y a une production de pratiques communautaires qui vont entraîner des réifications par la suite dans les autres espaces de la culture ludique. Je ne vais pas revenir sur la notion de lubrifiant social parce que j'ai un peu débordé le temps. Je remercie encore Gaming Lab de m'avoir invité ici à présenter cette conférence, et je vous remercie de votre attention. Oui, bonjour. Vous avez séparé le discours dans le jeu et puis le papotage à côté. Moi, je connais quelqu'un qui a un loser talker, c'est-à-dire qu'il a le discours du perdant pour influencer les autres joueurs. Et puis, il y a aussi un autre cas que j'avais eu, c'est dans un tournoi de bridge. Il y a quelqu'un, dans sa main, il a une seule carte à jouer.
À ce moment-là, il peut jouer que cette carte-là, mais il va attendre quand même 30 secondes avant de jouer sa carte pour faire croire qu'il a le choix entre plusieurs. Et là, donc, le fait de discuter ou de jouer d'une certaine façon, ça sert à influencer les autres joueurs. Donc, on est à la limite entre ce que vous appelez la table et ce que vous appelez le jeu. C'est effectivement. Alors, ces situations sont assez rares. Pour reprendre la deuxième situation donc, du joueur qui attend pour faire semblant que c'est une situation difficile alors qu'il a une bonne carte. Ça, en général, bon, déjà, ça n'arrive pas trop souvent. Ça arrive, en fait, pour les jeux où il y a beaucoup d'enjeux sur le coup qui va être joué, sur le fait de mentir, où il y a beaucoup d'informations cachées. La plupart des jeux de société que j'ai eu l'occasion d'observer, les jeux à informations cachées ne sont pas la majorité. C'est majoritairement des jeux à informations plutôt relativement connus. Et lorsqu'il y avait des jeux à informations cachées, on observe effectivement de nouveau ce genre de phénomène de délayer un petit peu le moment de la révélation. Mais en général, ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que on joue sur les normes. C'est quelque chose qu'on observe pareil dans toutes les pratiques sociales. C'est que parfois, il y a une norme, il y a une manière de se comporter idéale. Et il va y avoir un intérêt à jouer sur la norme, à provoquer un petit peu des tensions pour pousser d'autres joueurs à avoir un comportement différent et à interpréter la situation d'une manière différente. Et donc typiquement, là, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de pousser les adversaires à croire qu'ils sont en situation de difficulté. Donc ils miment la situation de difficulté où il ne sait pas comment agir, parce qu'il aurait dû un choix, il n'arrive pas à choisir un choix, alors qu'en fait il a une carte à jouer, il a gagné. Et par rapport à ça, j'ai une anecdote. Moi, en tant que chercheur, un coup dans une partie, dans la partie, comme c'était une partie de découverte, tout le monde à chaque fois avait tendance à dire un peu, pas les cartes qu'il avait, mais à dire ah, ok, tu as telle carte, c'est par rapport à la règle, c'est ça qui se passe, ok. Du coup, si je joue ça, c'est ça qui se passe. Et tout d'un coup, c'est mon tour, et je vois que j'ai une carte. Si au tour d'après, personne n'a rien joué, je vais gagner. Et donc tout d'un coup, je ne fais aucun commentaire sur ce que je fais, et avec la peur que on va me découvrir, et en même temps, puisque j'ai une posture de chercheur, je me dis, est-ce que je suis pas en train d'influencer mon propre terrain? Est-ce que je suis pas en train de tripatouiller, enfin de chercher? Donc j'ai finalement accepté d'être un joueur et d'essayer de gagner, en justement cherchant à influencer la rencontre. Et par rapport à l'autre situation, des joueurs qui sont très bavards quand ils jouent, je vous invite à regarder. Alors c'est là où justement le fait de pouvoir enregistrer les parties, ça change tout, parce que ça permet de voir dans le détail à la milliseconde près à quel moment il parle et à quel moment il ne parle pas. Et en général, la partie sur les tâches stratégiques, c'est vraiment la partie où même un joueur qui parle beaucoup va suspendre un petit peu ses prises de parole pour faire ces actions-là. Et en général, si c'est un joueur qui parle, il va accélérer cette partie-là, parfois au point de faire des erreurs, ou alors, s'il est trop impliqué dans la conversation, il va oublier de faire ces éléments-là et il va s'en rendre compte au tour d'après. C'est en général ce qui s'observe. Il y a des situations où, bien entendu, le joueur n'oublie pas et le reporte après quand c'est le tour d'un autre. Et il y a aussi des situations où des joueurs attendent que d'autres joueurs aient fini de parler pour pouvoir faire leur coup. Et ils veulent l'attention de tout le monde, et donc ils attendent que les autres aient fini de parler pour jouer leur coup. Merci pour la présentation super intéressante. J'avais une question concernant les objectifs de partie. Tu parlais tout à l'heure du fait que certains joueurs, pour garder finalement un intérêt au jeu, du coup ils changeaient d'objectif de partie, et même certains qui ont un objectif de gagner d'une certaine manière n'ont pas forcément comme objectif principal de gagner la partie, mais plus de passer un bon moment. Donc en fait une forme d'objectif non formalisé finalement, en tout cas dans les règles. Est-ce que ces objectifs du coup non formalisés sont formalisés régulièrement, verbalement ou d'une manière ou d'une autre, ou devinés par un autre joueur qui du coup formaliserait verbalement le fait qu'il a deviné que tel autre joueur voulait faire quelque chose dans la partie qui n'avait pas forcément un lien. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Alors c'est beaucoup de si et de situations particulières. Le seul point qui revenait souvent, c'est qu'il y a tout ce débat autour du joueur qui cherche à faire perdre un autre joueur et qui est considéré par certains comme de l'anti-jeu. Alors ça c'est pareil, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais l'anti-jeu c'est aussi une manière d'exprimer une norme. Et là, ça pose débat, et donc c'est souvent une situation où, quand on se rend compte que tel joueur a perdu, il y a souvent des remarques, te mets pas à faire de l'anti-jeu, parce que sinon je joue plus avec toi, ou ah non, ça y est, il a perdu, il va commencer à essayer de me faire perdre parce qu'il m'en veut pour la dernière partie. Voilà, il va y avoir ce genre de remarques. Mais là, on est plus justement dans le discours sur la norme,
que dans le discours sur la norme, sur le fait que il y a un changement de stratégie et que c'est pas forcément apprécié dans certains groupes que ce changement de stratégie soit uniquement dans l'objectif de nuire à la stratégie d'un autre joueur, mais au profit des autres en fait, c'est surtout ça, et donc ça rompt un peu l'équilibre du jeu. Mais en dehors de ça, en général, c'est assez accepté en fait que les joueurs peuvent réimproviser l'objectif du jeu, et le joueur va soit l'exprimer, soit il ne va pas l'exprimer, il va faire son truc dans le coin, et en général c'est plutôt à la fin de la partie où il y a énormément de discussions, ça aussi j'ai pas eu le temps d'en parler. Il y a énormément de discussions à la fin de la partie, et à la fin de la partie il va faire ah bah moi je savais que j'avais perdu à ce moment-là, du coup je me suis mis comme objectif de faire ça, d'avoir le plus d'or, d'avoir le plus de maisons, ou je ne sais quoi, et c'est seulement à la fin qu'il va le dire parce qu'il voulait explorer une mécanique. Il y a aussi les situations où, en fait, des joueurs vont... Alors ça, c'était particulièrement le cas à Boulogne-Billancourt, où des joueurs, en fait, vont juste tester... Quand ils savent qu'ils ont perdu ou qu'ils savent qu'ils ont peu de chances de revenir dans la victoire, ils se mettaient à tester le jeu pour tester des nouvelles stratégies. Mais ça, c'est pareil, ils vont pas le dire directement, en fait, ils vont juste continuer à jouer, et c'est seulement à la fin de la partie où ils vont dire, ah bah tiens, là, je me suis rendu compte que j'avais plutôt... j'allais perdre, du coup, j'ai voulu tester ce que ça donnait ça, est-ce que ça permettait de remonter, souvent des stratégies un peu originales comme ça. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Bon, oui, bonjour, oui. Je suis là. Ok. Valérie, moi je viens de Rennes, je fais partie de ces 0,1% de la population qui font Rennes-Cannes pour venir au fil. Donc je suis à la fois dans les fans, à la fois dans les gens qui jouent avec mes enfants et à la fois dans les jeux adultes, donc je me reconnais un peu partout. J'avais une question, deux questions en fait. Sur les biais éventuels par rapport déjà effectivement à ton propre statut de joueur et deux au choix des terrains, c'est-à-dire des terrains très parisiens et Bruxelles capitale. C'est vrai que nous on observe vraiment aussi une explosion, enfin en tant que joueur, en tant que fan, une explosion des joueurs, des jeux, des associations de jeux autour de nous. Donc première question. Deuxième question, on observe aussi une explosion du jeu coopératif. Est-ce que tu l'as observé dans ton terrain d'études? Est-ce que du coup tu as observé des changements autour de la table de jeu? Et notamment, tu parles beaucoup de coups, de jeux à point de victoire, etc. Des jeux comme The Mind, comme Just One, viennent un peu révolutionner ces genres-là aussi. Est-ce que c'est des choses que tu as observées ou pas? Et j'ai une troisième question. Est-ce que le sujet des jeux coopératifs et de l'explosion des jeux coopératifs est quelque chose qui commence à intéresser dans les études scientifiques ou ce genre de choses, que je serais preneuse de ressources sur le sujet? Je vais commencer par la dernière question. Sur les jeux coopératifs, il y a effectivement des personnes... j'ai croisé au moins 2 mémorants qui ont travaillé sur justement la question des jeux coopératifs. Par rapport aux interactions sociales des jeux propres aux jeux coopératifs, globalement, ce qui se passe, il y a quand même une différence. Bon, j'ai pas trop approfondi cette question-là, mais en fonction des formes de jeux, par exemple, typiquement les party games, il y a très peu de discussions pendant les jeux, puisqu'en général, c'est des jeux où tout le monde joue en simultané. J'ai par exemple une partie de Pit, donc je sais pas si des gens connaissent, le Pit, c'est le jeu de cette famille, sauf qu'au lieu de jouer chacun son tour, on joue tous en même temps, et il faut crier, annoncer combien de cartes on a échangé. Et donc ça, c'est des parties où les gens ne parlent pas, puisqu'en fait, ils n'arrêtent pas de crier 2. Alors, il y a même la possibilité de transformer le 2, au lieu de dire 2, on va dire meumeu, on va dire 20, et puis si c'est 3 cartes, c'est champagne. Et donc, du coup, il y a beaucoup de jeux justement sur les annonces, et à ces moments-là, ils parlent pas, puisqu'en fait, ils ne peuvent pas parler, parce que s'ils se mettaient à discuter, ça n'irait pas. Alors, j'exagère quand je dis qu'ils ne parlent pas, ils font quand même régulièrement des commentaires sur quand ils échangent quelque chose et que ils ont rééchangé 3 fois de suite avec la même personne et qu'ils sont là, non, j'arrête de jouer avec toi, quoi. J'arrête d'échanger avec toi parce que je récupère que des cartes pourries. Mais par rapport aux jeux coopératifs, même au niveau des interactions, la spécificité, c'est qu'il y a beaucoup plus de commentaires sur le jeu émis par le joueur qui agit. Alors que dans les autres parties, c'est souvent les autres joueurs qui vont réagir à une action qui est menée. Typiquement, par exemple, on inflige des dégâts et on voit tout d'un coup le joueur qui se prend des dégâts, qui se penche, il fait que comment, d'où ça vient, pourquoi tu me blesses comme ça, qu'est-ce qui se passe? Là, typiquement, ça va être des situations où le joueur va être là, il va hésiter, il va faire, ouais mais attends, si j'hésite entre jouer ça ou ça, est-ce que c'est possible? Et l'observation que je fais, c'est que la plupart des jeux coopératifs disent qu'il faut discuter le moins possible autour de la table. Ça n'est jamais respecté. Les joueurs parlent absolument en long, en large et en travers des cartes qu'ils ont, alors qu'ils ne devraient pas. Alors, plus ou moins en fonction de s'ils sont stricts sur les règles, ils vont plus ou moins respecter la règle, mais en général, ils vont quand même parler.
et quand ils vont parler, ils vont soit utiliser des euphémismes pour en fait dire ce qu'il y a dans la carte sans le dire. Mais voilà. Et donc, il y a des particularités propres au jeu de coopération. J'ai pas vu spécialement sur l'ensemble des terrains d'explosion de ces jeux, c'est-à-dire qu'en fait, il y en avait déjà avant, il y en a plus parce que statistiquement, il y en a plus, mais j'ai pas l'impression que ce soit forcément plus favorisé par les groupes de joueurs. Et enfin, pour revenir au biais, alors plus que l'aspect Paris-Bruxelles régional, parce que là, ce que j'avais pu observer, c'est que par exemple, entre Nancy et Paris, les normes étaient à peu près similaires, les pratiques étaient à peu près similaires. Les seules différences, c'était les festivals auxquels ils allaient. À Nancy, ils allaient plus facilement à Essen, alors qu'à Paris, ils faisaient plus les activités à Paris ou à Cannes. Et à Bruxelles, c'était pareil, c'était plus proche de Nancy, ils allaient plutôt à Essen, Paris et Ludique et Ludinor. Mais c'était et après il y a les variations locales propres au groupe, mais là pour moi c'est plus propre au groupe que propre à l'endroit où ça se trouve. Par contre, il y a effectivement un biais, c'est que j'étudie les joueurs passionnés en étant un joueur passionné moi-même. Donc j'ai beaucoup travaillé dessus parce que justement c'était il fallait que je prenne conscience des normes alors que je les appliquais automatiquement, et donc c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé justement à tous ces mèmes qui circulent, parce que ça dit les normes, et en particulier le fait que les joueurs partagent ces éléments-là en disant ah oui, tout le monde connaît cette expérience. Ça me fait, ok, tout le monde connaît cette expérience, effectivement je n'y faisais plus attention, maintenant il faut que j'y refasse attention, ça fait partie de la liste d'expériences auxquelles il faut que je fasse attention. Voilà. Et donc le biais, c'est... je m'en suis rendu compte quand j'ai observé justement les autres soirées, c'est que les normes autour des soirées et autour des jeux et les types de discussions autour des jeux sont radicalement différentes. Par exemple, déjà, même chez les joueurs passionnés, s'ils sont avec des amis ou s'ils ne sont pas avec des amis, ils ne jouent pas de la même manière. Les normes ne sont pas les mêmes. Par exemple, l'autorisation de la triche, c'était parce que c'était un groupe d'amis et parce qu'ils se connaissaient et parce que, en fait, leur soirée jeu, il y avait que 2-3 personnes du public en général qui venaient. Et en général, ils les prévenaient que la triche était autorisée, ou alors ils posaient la question pour savoir si ces personnes qui venaient acceptaient ou pas. Et en général, elles acceptaient parce qu'elles étaient minoritaires par rapport au groupe. Et c'était comme ça que c'était lancé. Mais voilà, pour moi, à mon avis, le biais est qu'il ne faut pas appliquer ces normes que j'ai présentées là. C'est pour ça que j'ai vraiment insisté dans le titre que c'était chez les joueurs passionnés, à d'autres situations de jeu. Ces normes sont vraiment spécifiques à ce terrain-là. Par contre, on peut les étendre parce que y a certaines mécaniques qui vont quand même se retrouver et qui sont qui seraient intéressantes justement d'explorer pour pouvoir comparer quels sont les éléments qui se retrouvent dans d'autres contextes et quelles sont celles qui sont spécifiques aux joueurs passionnés. Court, je vais essayer. Déjà, merci pour la présentation, c'était très intéressant et dense. Je m'interrogeais sur la portée, peut-être une forme de parti pris qu'il y a dans les conclusions qui sont présentées. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans une pratique de jeu particulière où il y a déjà une dimension sociale un peu spécifique avec des connaissances, des amis peut-être, et puis des enjeux qui sont modérés. Mais je crois que la pratique du jeu peut être vraiment protéiforme. On peut avoir du jeu compétitif, du jeu utilisé dans le cadre de serious gaming, du jeu avec très très peu d'enjeux, et d'autres qui est plus dans ce qui nous a été présenté, du moins de ma compréhension, hein, j'ai peut-être pas saisi entièrement. Et je me demande dans quel cadre on peut repartir sur les conclusions qui ont été présentées, dans le cadre par exemple, juste pour un exemple, et ce que j'ai dit n'est pas exhaustif, mais de tout ce qui est tournoi et très compétitif. Et je pense qu'il y a, enfin personnellement j'ai vraiment le sentiment qu'il y a une interaction sociale et une dimension sociale dans le jeu compétitif, mais elle est fondamentalement différente de ce qu'on retrouve avec des amis. Alors, absolument. Le contexte, c'est pour ça que j'insiste sur la notion de situation, et ça revient justement au biais, c'est le contexte de l'étude a clairement orienté les résultats de l'étude. C'est-à-dire que puisque c'était des joueurs passionnés, forcément le comportement que j'ai observé, c'est celui des joueurs passionnés, et plus précisément lors des soirées jeux. Puisqu'encore une fois, s'ils sont avec des amis ou en tournoi, c'est vrai que c'est un bon exemple le tournoi, s'ils sont en tournoi, ils n'ont pas forcément les mêmes comportements. Parce que typiquement au tournoi, il va y avoir moins de conversations. S'il y a des règles sur le fait qu'il ne faut pas parler, qu'il ne faut pas communiquer, les gens vont un peu plus les respecter à la lettre, déjà parce qu'il y a la présence d'arbitre. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est quand il y a des situations de tournoi, il y a souvent des règles qui sont ajoutées par les organisateurs du tournoi pour être certain que les règles du jeu en fait soient complètement respectées. Et c'est pareil, ça rajoute des questions d'enjeu, ça rajoute des questions d'engagement dans l'activité.
Ce qui serait très intéressant, moi ce qui m'intéresserait si je devais étudier les tournois, ce serait justement les moments où un joueur sait qu'il a perdu. Comment ça, parce que n'étant pas un gros joueur de tournoi moi-même, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Est-ce que c'est comme aux échecs et le joueur dit juste ok j'abandonne, ou est-ce que il continue à jouer parce que comme c'est quand même un joueur passionné, il se dit bon on va quand même essayer de marquer des points, on va quand même essayer d'explorer le jeu parce que le jeu est intéressant. Voilà, c'est. Mais évidemment que mes conclusions sont propres au terrain observé. Après, il y a certains éléments qui, à mon sens, peuvent être étendus à d'autres domaines, notamment, donc c'était la dernière partie, l'aspect lubrifiant social, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'il y a beaucoup de discussions qui émergent du déroulement de la partie. Et donc, l'une des questions qui pourrait être explorée, c'est est-ce que cette émergence de discussion n'est pas ce qui favorise les interactions, justement, autour du jeu. Puisque, justement, à chaque fois, ce qui se passait, c'était que les joueurs, l'essentiel de leur discussion partent de l'évolution du jeu pour ensuite évoluer vers des discussions sur la thématique des jeux de mots, l'humour sur la thématique, ou des discussions sur l'analyse du jeu, mais en général qui vont être commentées à partir d'une action spécifique d'un joueur, ou justement une réaction par rapport à une action, comment t'as pu me faire ça, et puis après ils vont discuter d'autres choses, mais ils vont enchaîner la discussion en fait. Et en général, ce qui va se passer, c'est quand il y a une discussion comme ça, ils vont former des groupes autour d'un même sujet, où ça va être les mêmes personnes qui vont discuter autour de ce sujet-là à chaque fois qu'il revient en fait. Ouais.